Bonjour à toutes et à tous. Dans notre émission L'invité de Vassia, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Hippolito. Bonjour Pierre. Bonjour Vassia. Pierre va nous parler de son parcours du groupe Hippolito ainsi que de toutes les nouveautés qu'il a apportées au sein du groupe. Pierre, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de toi, même si la grande majorité te connaissent déjà? J'ai 37 ans, j'ai Oui. 2 enfants, je suis marié, donc Oui. je préside le groupe Hippolito, qui est un groupe familial qui a été créé par mon grand-père. En quelle année le groupe a été créé? En 1968, en mai pour être précis, donc il y avait un peu d'actualité aussi politique à cette époque. C'est à ce moment-là que mon grand-père s'est dit, c'est le moment de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, donc il a créé la boîte en 68. Génial. Ça fait combien de temps que tu as intégré le groupe? Là, ça fait plus de 15 ans maintenant que j'ai rejoint l'entreprise familiale, dans laquelle j'ai grandi et j'ai gravi les échelons assez rapidement, il faut dire, Oui. il y a plus de 15 ans maintenant. Alors, parle-nous un peu de la vision du groupe Hippolito. Qu'est-ce qui compose les activités du groupe Hippolito? Alors déjà, on a la particularité d'être diversifié. Oui. C'est assez rare, donc le poumon historique, on va dire, c'est la mobilité, tout ce qui touche autour du camion, la mobilité professionnelle. Donc on vend, on répare, on loue les camions, donc tout ce qui touche à la mobilité professionnelle. Et puis on a décidé de se diversifier pour rester dans notre territoire, sans aller au-delà de nos frontières. Et c'est pour ça qu'on s'est diversifié notamment dans l'immobilier, Oui. dans le tourisme, Oui. dans l'environnement, l'industrie et les ressources humaines dernièrement. Voilà, donc un groupe très diversifié, on fait plein de secteurs d'activité différents, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et qui nous permettent d'être aujourd'hui un acteur du territoire important. C'est vrai. Aujourd'hui, le groupe Hippolito est un acteur emblématique de la Côte d'Azur. Comment t'est venue l'idée de rajouter les branches qui n'existaient pas à la création de l'entreprise par ton grand-père? C'était il y a à peu près une dizaine d'années. Oui. On commençait à avoir les prémices de la révolution, on va dire, sur l'automobile, Oui. avec des véhicules chinois qui arrivaient, des nouvelles énergies, donc il y avait beaucoup d'inconnus, des relations avec des constructeurs qui étaient plus ou moins sympas, on va dire, et donc on voulait pas non plus grandir et continuer à grandir dans ce secteur-là pour aller à l'autre bout de la France, puisqu'on était déjà bien présent sur notre région, et donc on s'est dit, pour limiter les risques, on va aller regarder d'autres secteurs d'activité dans un territoire qu'on connaissait, donc c'est-à-dire plutôt la Côte d'Azur, et donc c'est comme ça qu'on a démarré, plutôt de façon défensive, avant d'après être dans une logique offensive. Eh bien, génial. Aujourd'hui, les différentes branches de ton groupe connaissent des mutations. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Chaque secteur a ses particularités. Oui. Donc, je vous ai parlé du camion et des évolutions sur notamment l'énergie et les camions électriques, mais c'est également le cas dans les ressources humaines, où le rapport au travail a aussi évolué ces dernières années. Donc, notre agence de recrutement, d'intérim et d'insertion est en pleine mutation, et c'est pour ça qu'on développe beaucoup la formation, notamment. Donc, notre structure de formation est en plein développement pour essayer de s'adapter, d'être très agile, très réactif pour faire du sur-mesure. D'autres activités comme l'industrie, où on a repris des fournisseurs qui allaient disparaître, parce qu'ils n'avaient pas forcément de repreneurs. On a voulu conserver un savoir-faire industriel dans notre région. Et donc ça a aussi été une raison de pourquoi on a diversifié ça. Et c'est aussi la réalité dans l'immobilier, où on a connu une grande crise immobilière il y a quelques temps, avec le déficit du logement, une offre et une demande qui n'est pas toujours alignées. Et puis la restauration dernièrement, qui connaît aussi des pics en fonction de la saisonnalité, en fonction du positionnement, qui est aussi un gros challenge de tous les jours. C'est vrai. En revenant sur l'industrie, quelles sont les acquisitions que tu allais faire dans le domaine de l'industrie? Alors l'industrie, tout d'abord, on a commencé par un fournisseur qui s'appelait les Ateliers Mécaniques de Nice, qui était route de Cantagalès, dans un vallon à Nice. Et c'est un fournisseur avec qui on travaillait depuis plusieurs années, même des décennies. Et donc il allait prendre sa retraite. Et il n'y avait personne pour reprendre parce que c'était de l'usinage, donc c'est des métiers très techniques où on fabrique des pièces un peu sur mesure. Et ce savoir-faire, en fait, est assez compliqué à reprendre. Donc, il n'y a personne qui était en capacité de reprendre la boîte. Et on s'est dit, non, mais nous, on peut pas perdre ce savoir-faire. Nous, en tant que clients, et puis surtout auprès du territoire. Donc, on a commencé avec cette acquisition-là. On a fait à peu près la même acquisition l'année dernière avec les établissements Rateau, qui sont dans la vallée de Comte, donc à l'est du département, qui faisaient le même métier. Pareil, départ à la retraite sans repreneur. Donc, on a conservé également ce savoir-faire-là. Et puis, dans l'industrie également, donc tout ce qui est lié à l'équipement d'atelier, à la peinture d'atelier, donc tout ce qui est peinture, parapeinture, produits d'équipement. Là, c'est un peu spécifique et également on a voulu pouvoir conserver ce savoir-faire et ce service au sein de notre territoire. Quand je t'écoute, la notion de conserver, de ne pas voir disparaître est vraiment ancrée chez toi. Donc, parce qu'à la base, ce sont des entreprises avec lesquelles tu travaillais.
vous étiez partenaires sur des choses dont tu avais besoin et quand tu t'es rendu compte que ces entreprises allaient, faute de repreneurs, fermer ce savoir-faire, tu t'es engagé à leur Oui. redonner une seconde vie. Bah, c'est vrai on a une culture, que ce soit mon grand-père, mon père, mon oncle, on est proche du territoire, on a été Oui. impliqué dans le territoire à plein de niveaux. Et donc, on connaît des gens, on travaille avec beaucoup de personnes. Et donc, le fait de dire qu'il y a une entreprise qui va disparaître, qui va s'arrêter, ça fait un peu mal au cœur. Tout Donc, à fait. quand on a la capacité de pouvoir le faire et de trouver du sens économique pour l'intégrer, eh ben, on le fait avec plaisir et ça nous permet aussi de renforcer notre ancrage territorial. Oui. Eh bien, bravo à toi. Aujourd'hui, ton groupe est composé de combien de collaborateurs? Aujourd'hui, on a à peu près 1200 collaborateurs et on fait à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en consolidé. Eh bien, génial. Comment tu arrives à véhiculer avec autant de collaborateurs les valeurs de ton entreprise, l'ADN même qui fait le groupe Hippolito? C'est par le management. Oui. Donc notre culture d'entreprise, elle est basée avec des hommes et des femmes qui encadrent tout ça. Donc on a plusieurs niveaux de direction, des comités de direction, des conseils de surveillance, et puis on regroupe tous nos managers au moins une fois par an pour toujours inculquer nos valeurs, inculquer le type de management qu'on veut pour conserver cet état d'esprit. Et là dernièrement, on a fait un programme de formation sur mesure management avec notre filiale de formation. Génial. Qui nous permet à tous nos managers de les former à nos valeurs. Oui. On est en train de devenir société à mission, donc notre raison d'être et comment le groupe Hippolito existe parce qu'il y a son territoire et on est dans un écosystème qui nous fait vivre et à qui il faut qu'on rende également ce qui nous a permis de construire. Super. Quelles sont les valeurs alors qui sont véhiculées au sein de ton groupe? Tout d'abord, il y a la pérennité, c'est-à-dire qu'on a une vision à long terme, comme beaucoup d'entreprises familiales. On essaie de piloter sur 10, 20, 30 ans. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a les humains. Les hommes et les femmes sont au cœur de notre projet. Tout à fait. C'est avant tout, si on veut avancer, il faut qu'on puisse tous être alignés et qu'on prenne soin de nos personnes en interne comme en externe. Et puis après, c'est l'écosystème, le territoire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. On y retrouve dans notre raison d'être l'importance qu'on y attache. Et notre entreprise, elle doit se développer pour son territoire, avec son territoire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui est ancré dans nos valeurs de proximité auprès de toutes les parties prenantes de ce territoire. Pierre, aujourd'hui, tu as cédé la présidence de l'UPE à Franck, mais comment tu as pu gérer pendant toutes ces années, ces 3 années qui viennent de passer? Tu as fait beaucoup de choses, tu as eu une présidence vraiment très belle parce que tu as mis plein de choses en place en ayant la même énergie, en tout cas le temps de continuer de gérer ton groupe avec plus de 1200 collaborateurs. Comment tu es arrivé à fédérer tout cela? Il faut de l'énergie, ça c'est sûr que c'est le prérequis à toute chose. Il faut de l'énergie, il en faut beaucoup. Et puis on se donne à fond, que ce soit à l'UPE ou que ce soit dans mon groupe. J'ai pas filtré mon énergie, j'étais à 100%. Après, je me suis entouré de relais, que ce soit à l'UPE ou que ce soit dans mon groupe. Voilà, j'ai pas fait tout ça tout seul. Et c'était avant tout aussi un esprit collectif qui a permis de réaliser tout ce qu'on a pu faire. Après, il a fallu faire des choix. On peut pas être partout tout le temps. Donc l'important c'est aussi de déléguer, de savoir déléguer aux bonnes personnes et de faire confiance. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans l'entrepreneuriat, c'est aussi faire confiance. Oui. Aujourd'hui, tu as pris la présidence de l'UPE parce que tu as cette envie de toujours mettre en lumière le territoire. D'où te vient cette envie de toujours donner du temps pour le territoire, innover pour le territoire, mettre le territoire à l'honneur? D'où te viennent ces valeurs, cette envie? Alors, je suis chauvin. Moi, j'aime ma Côte d'Azur, j'aime mon territoire. Donc ça, c'est le premier prérequis. J'ai été éduqué dans cette culture du territoire, qu'on est dans la plus belle région du monde, qu'on est dans les plus belles villes du monde, que tout est formidable chez nous. Donc, mon grand-père lui-même était engagé à la chambre de commerce, mon père et mon oncle dans les tribunaux de commerce. Donc j'ai quand même été éduqué dans cette culture du bénévolat pour le territoire et de rendre un petit peu à ce qu'il a permis de faire à mon grand-père, parce que mon grand-père, quand il est arrivé de Lyon, il connaissait pas grand monde, il n'avait pas d'argent, et donc c'est le territoire qui lui a permis de créer sa boîte. Aujourd'hui, si je dirige et je préside le groupe Hippolito, c'est parce que à un moment, le territoire lui a permis de créer, donc j'en suis aussi redevable indirectement. Donc c'est pour moi aussi un gage de responsabilité de rendre au territoire ce qui nous a permis de construire. Pierre, il y a une quinzaine d'années, tu as intégré le groupe Hippolito. Combien de collaborateurs il y avait dans l'entreprise? À l'époque, on était à peu près 180 collaborateurs. Et aujourd'hui? 200, donc on a fait un peu de croissance.
On a recruté, on a formé, on a fait évoluer. Voilà, c'est aussi un indicateur qui est important. Au-delà du chiffre d'affaires, je considère un indicateur important, c'est le nombre de collaborateurs, Oui, le temps de famille sur tout notre à fait. territoire et puis qu'on a pu faire évoluer. Oui, parce qu'on parle de collaborateurs, mais derrière chaque collaborateur, il y a une famille. Oui, tout à fait. Il y a une famille. Donc, quand on fait notre journée famille avec tous nos collaborateurs, on est près de 2500. Donc, Ah on oui, commence à faire du monde. oui, Et puis, ce qui est important, c'est aussi moi, j'ai toujours voulu rêver grand. C'est-à-dire que, à l'époque, je m'étais dit, je prendrais peut-être ma retraite quand on serait 1000 collaborateurs. Ça me paraissait déjà énorme. oui. C'est un chiffre, voilà, le grand groupe, voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai réalisé après une dizaine d'années, je me suis dit, mais finalement, j'ai pas fait grand-chose. Et c'est ça qui, je pense, qui est important aussi, c'est qu'on comprenne que nos rêves sont atteignables avant même qu'on l'imagine. Oui, Et quand on les atteint, en fait, faut en trouver d'autres. Donc, ce qui est important, c'est aussi de rêver grand. Quand on est un jeune entrepreneur, quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, même si on est moins jeune, il faut tout de suite qu'on ait quand même une ambition importante, parce qu'on est quand même dans un carcan en France où on nous explique que tout est compliqué. Oui, tout est compliqué, mais on a le droit de rêver grand. Et je pense que plus on rêve grand, plus on se donne les moyens d'y arriver, plus on se rend compte que finalement, c'est pas si difficile. Donc, si je pouvais donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent, c'est continuer à rêver grand, avec de l'espérance, et quoi qu'il arrive, n'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible. eh ben, c'est génial. Aujourd'hui, tu as rêvé d'avoir 1000 collaborateurs, tu les as dépassés. Quel est le prochain rêve ou quel est le prochain rêve? Quelle est la prochaine vision que tu te donnes? Moi, ce qui est important, c'est que sur mon entreprise, c'est qu'elle soit prospère, qu'elle soit Oui, pérenne, et oui, que je puisse la transmettre aussi, que je puisse transmettre au moins le capital à la future génération oui. qui est en train de grandir. Donc, c'est aussi un passage de flambeau. Moi, j'ai Tout à reçu, je suis fait. pas parti de zéro, donc je suis reçu une entreprise qui était en très bonne santé. J'aimerais également transmettre un groupe qui fonctionne à la future génération. Ça, Ah ben, c'est en bonne voie là. on va y travailler encore quelques années, oui. C'est génial. Pierre, comment tu choisis tes secteurs d'activité? Aujourd'hui, tu es sur 6 branches. Comment tu les as choisis? Alors, on a regardé le territoire. J'ai vraiment analysé qu'est-ce qui fonctionnait sur notre territoire, quels étaient les secteurs d'activité à fort potentiel et qui Oui. n'étaient pas liés au camion. Si c'est pour faire le même secteur, on allait avoir les mêmes problèmes. Et donc, c'est comme ça qu'on a choisi l'immobilier, parce que l'immobilier, c'était quelque chose qui est très important pour le Oui. territoire, à la fois pour le logement, à la fois pour le développement de nos actifs. Donc, c'était un secteur qui était important et un secteur qui ne dépend pas du cycle économique du camion. On a l'immobilier du monde entier qui peut venir chez nous. Ça fait. Premier élément. Ensuite, quand on a choisi le tourisme, pour les mêmes raisons, on est la Côte d'Azur, quoi qu'il arrive, le tourisme existera, même s'il se transformera. Oui. Donc, c'est un autre point important. Puis après, le savoir-faire industriel, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, on a la partie des ressources humaines, pour nous, qui était très important de dire. On a nous-mêmes des problématiques pour former, faire évoluer, attirer des talents. Donc, d'avoir une branche qui nous permet de le faire pour notre groupe et puis de le faire aussi pour notre territoire, ça a été vraiment quelque chose d'important. Donc, l'insertion, par exemple, on insère près de 300 personnes en permanence à l'emploi, des gens éloignés de l'emploi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes aussi socialement pour nous. Donc voilà, on a toujours choisi des secteurs d'activité qui étaient en fonction de notre territoire et du besoin du territoire. Et c'est vraiment le fil conducteur de se dire, ce qu'on connaît, c'est notre territoire. Regardons les secteurs d'activité où on n'a pas de grandes entreprises familiales qui sont présentes. Donc on va se positionner et puis on va pouvoir surfer sur une force économique du territoire. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ces différents secteurs d'activité, parce qu'il y avait un besoin sur la Côte d'Azur. Eh bien, génial. Toi qui as été président de l'UPE, parle-nous un peu de notre territoire. Alors, on a un territoire qui est très varié. Nous, on a la chance d'être sur plusieurs secteurs et sur tous les bassins. Oui. Donc, quand vous êtes à Carrosse, à Nice, c'est pas pareil que quand vous êtes à Contes, quand vous êtes à Monaco, parce que ça fait partie de notre territoire. Tout à fait. Quand on est à Grasse, ou Cannes, ou même Sophia Antipolis, on n'a pas du tout les mêmes typologies de clients, on n'a pas les mêmes typologies d'activités, donc c'est important aussi de pouvoir adapter nos offres et notre service. Donc nous, on essaie toujours d'être en permanence dans de la micro-proximité, je le disais tout à l'heure. La proximité est importante, donc on fait pas le même business à Cannes, à Nice ou à Sophia Antipolis. Pour autant, on est dans le même bassin économique, donc ce qui est important, c'est toujours d'adapter notre offre en fonction des spécificités, parce qu'on a un territoire très riche, mais très différent des uns et des autres. Mais pour autant, on est la même famille. Ce qui est important et ce que je peux conseiller aussi aux entrepreneurs quand ils sont sur Grasse, avant d'aller à Paris ou à Lyon, qu'ils essaient déjà d'aller à Nice, c'est déjà plus près. Et puis c'est aussi un développement économique qui est important. Donc voyons notre territoire comme l'ensemble des Alpes-Maritimes, avec Monaco, voire Fréjus. Et je pense que c'est important que déjà on se développe tous sur ce territoire-là. Ça permettra d'avoir de plus grosses entreprises, plus grosses PME, plus grosses TPE et peut-être un peu plus de TI.
Eh bien, ça, c'est génial. Parle-moi un peu des ITI dans ce cas-là. Alors, les entreprises de taille intermédiaire, elles sont peu connues. On parle beaucoup des TPE, des PME, des grands groupes. Mais Oui. il y a une catégorie qui s'appelle les ETI. Alors, j'ai en plus accompagné la création du club régional pour les ETI. C'est important parce que c'est des entreprises qui ont le centre de décision sur le territoire. C'est principalement des entreprises familiales qui embauchent du coup plus de 250 collaborateurs. Donc, ils sont quand même très importantes pour un territoire. Elles font vivre beaucoup de familles. Elles dépensent beaucoup dans le sponsoring, dans le mécénat, que ce soit culturel, sportif. Donc, elles sont vraiment très ancrées dans le territoire. Tout à Et puis, fait. des entreprises beaucoup industrielles qui sont très résilientes par rapport au cycle économique et qui permettent de faire grandir aussi un territoire à travers leur croissance à elles. Et donc, ces entreprises qu'on dit aussi de taille idéale, entreprises de taille idéale, parce que pour moi, elles ont la capacité financière de développer un territoire et elles ont la capacité aussi de résister à des crises internationales. Ça, c'est génial. Une création de plus à ton arc. Oui, bah, c'était important de fédérer ces ETI parce qu'on les met peu en avant. Oui. Elles sont des fois trop discrètes pour plein de bonnes raisons, parce qu'en France, on ne met pas toujours en avant les succès entrepreneurial. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que ça mériterait de faire connaître tous ces ETI. On en a à peu près une quarantaine sur les Alpes-Maritimes et près de 300 en région sud. Et des entreprises qui sont certaines méconnues du grand public. Or, elles sont vraiment des vraies pépites pour nos territoires. Eh bien, on va aller les interviewer pour apprendre à mieux les connaître, à les mettre en lumière, à les présenter au plus grand nombre. Ce sont de belles réussites à mettre en lumière pour nos téléspectateurs et pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui, il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde qui m'a beaucoup touchée lorsque tu en as parlé, c'est ton engagement dans la réserve. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui t'a amené, toi, aujourd'hui, avec déjà les casquettes que tu as, les responsabilités, d'avoir ce temps pour l'engagement? Alors pour moi, ça me tenait à cœur. Alors tout d'abord, je voulais faire l'armée quand j'étais jeune, donc j'avais hésité entre une carrière entrepreneuriale et une carrière militaire. Finalement, j'ai choisi l'entrepreneuriale, donc là, je corrige un peu. Faut choisir. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est que l'armée défend des valeurs importantes pour moi. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un contexte géopolitique compliqué, et je me dis que je peux aussi rendre à mon pays, comme j'ai rendu à mon territoire à travers mon entreprise, je peux aussi rendre à mon pays et donner un peu de temps à mon pays avec cet engagement-là militaire. Je pense que c'est important que chacun d'entre nous s'engage d'une façon ou d'une autre dans une association. Alors ça peut être l'armée bien évidemment. La réserve au personnel va me permettre aussi de redécouvrir cet environnement que j'ai toujours rêvé de rejoindre, et puis de continuer un engagement qui m'est cher à mes yeux. Et je pense que ce qui est important, c'est l'engagement. On arrive toujours à s'engager. On n'a jamais de temps, de toute façon, pour rien, quel que soit notre poste, quelles que soient nos fonctions. Donc moi, si j'ai réussi à m'engager avec toutes les fonctions que j'ai pu réaliser, je pense que tout le monde peut le faire. Puis après, en plus, l'armée est assez adaptable. On parle pas non plus de 150 jours par an, donc on peut s'organiser à titre personnel et professionnel pour s'engager dans l'armée et pouvoir être fier de notre nation, de notre pays. On parle pas souvent de la nation, mais la nation, c'est très important. S'il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'économie. Donc si je veux aussi préserver mon entreprise, il faut que je préserve mon pays. Oui, c'est joliment dit, c'est très beau. Et c'est tout à fait vrai. Pierre, on va venir sur le volet de la jeunesse. La jeunesse qui a envie d'entreprendre, la jeunesse qui se pose des questions. Toi, aujourd'hui, tu es un jeune entrepreneur d'un grand groupe qui est vraiment un groupe emblématique avec une importance capitale dans la région. Qu'est-ce que tu peux dire à notre jeunesse? Qu'elle rêve grand déjà, qu'elle écoute pas toujours les anciens. Elle est légitime. Des fois, c'est vrai que quand on est jeune, on se trouve illégitime parce qu'on n'a pas l'expérience, parce qu'on n'a pas les codes. Mais au final, on a tous le même cerveau et on apprend vite quand on est jeune aussi. Donc la jeunesse a besoin d'être mis devant les projecteurs, et elle aussi, il faut qu'elle accepte cette lumière, parce que c'est trop facile aussi de critiquer, de dire ça va pas, etc. Mais la jeunesse, elle doit s'engager encore plus, et on doit être bienveillant à son égard. Nous, par exemple, pour le groupe, on est mécène de la fondation de l'Université Côte d'Azur, et donc voilà, on essaie d'accompagner aussi par du mécénat des projets entrepreneuriat, et que cette jeunesse puisse grandir, rêver et s'épanouir dans le monde professionnel, parce que franchement, on en a besoin de cette jeunesse. Tout à fait. Et c'est elle qui construira l'avenir. Oui, c'est la jeunesse qui construira l'avenir, puisque c'est eux qui reprendront le flambeau par la suite. Aujourd'hui, selon toi, en 2025,
quel est le regard pour toi que doit avoir un bon dirigeant? Il doit être ouvert et agile. Oui. C'est vraiment important. Le monde change très vite Oui. et très incertain. Et donc, il faut toujours être très ouvert, être dans l'échange, le partage et être curieux. Curieux de chaque rencontre pour prendre de l'information. Et avec cette information, pouvoir piloter correctement et faire les bons choix. Parce qu'un entrepreneur, un dirigeant, son travail numéro 1, c'est de faire les choix. Les choix que d'autres ne peuvent pas faire ou les choix que d'autres ne veulent pas faire. Oui. Et donc, pour faire les bons choix, il faut les bonnes informations. Et pour avoir les bonnes informations, il faut en avoir un maximum. Et ça se joue dans les rencontres, dans les échanges, en bas de chez soi, avec des confrères, avec des collègues, avec des mentors, peu importe. Il faut échanger, s'ouvrir pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Oui, ça c'est vraiment important d'avoir les bonnes décisions pour faire le meilleur choix. Oui, ça c'est super. Aujourd'hui, comment tu trouves ton équilibre dans la vie personnelle et professionnelle et maintenant dans ton engagement à la réserve? Comment tu arrives à gérer tout cela? Parce que les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent se posent également la question. Les journées sont bien remplies. Donc, pour le moment, il faut travailler plus. Donc, ça, c'est déjà c'est un point important. Après, c'est une question aussi d'équilibre et de trouver le bon équilibre. Moi, j'ai la chance d'avoir ma femme qui m'accompagne beaucoup sur le côté personnel. Des enfants qui sont quand même très compréhensifs. Des fois, je suis pas toujours présent. Et quand je suis présent, je suis présent à 100%. Et c'est ça qui est important, c'est quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Et après, quand j'arrête ma mission, je passe sur une mission, je passe à 100% pour pas trop mélanger les gens. Donc, l'équilibre que j'ai trouvé, c'est d'être à fond quand je fais quelque chose, mais par contre pouvoir les faire dans une temporalité qui est limitée dans le temps, une journée, 2 jours, et après passer du temps en famille, c'est aussi important pour couper et me ressourcer aussi pour recharger un petit peu les batteries. Ah oui, ça c'est sûr que la famille et l'énergie qu'elle apporte permettent de recharger les batteries, d'autant plus avec toutes les fonctions que tu as. Quelle est la vision que tu as pour les 10 prochaines années? Un monde qui va continuer à évoluer. Après, je pense qu'on a un territoire qui doit continuer à grandir. J'espère qu'on aura de nouveaux projets un peu qui fassent rêver aussi les citoyens de notre territoire, parce qu'on manque un peu de gros projets d'envergure. En tout cas, moi, je crois en une économie capitaliste, c'est-à-dire que les entreprises auront une carte à jouer dans 10 ans. Et je pense que justement, les entreprises vont avoir un rôle sociétal encore plus important qu'aujourd'hui, voire potentiellement un rôle politique encore plus important. Les chefs d'entreprise commencent à peu à prendre la parole sur les sujets politiques. Et dans le marasme politique, je pense que on peut peut-être un peu écouter les entreprises et leurs représentants. Et je vais rebondir en disant, quelle est ta vision aujourd'hui sur la politique de notre pays? Parce qu'en tant que chef d'entreprise, on a été à la REF, on les a écoutés. Tu es conscient, je le suis, des problèmes économiques. Qu'est-ce que tu peux en dire en tant que chef d'entreprise d'autant de collaborateurs? Un groupe important, emblématique de la Côte d'Azur. Besoin d'accompagnement aussi de nos politiques, puisque la politique économique du pays est déterminée à Paris par le ministère. Donc, si on ne prend pas les bonnes décisions en haut, ça ruisselle pas bien. Donc, on a besoin d'une politique qui est forte, qui est claire et qui est plutôt dans l'accompagnement des entreprises et des travailleurs. Aujourd'hui, on est dans une situation d'instabilité. Donc ça, c'est pas positif pour tous les entrepreneurs. Et ce qui est important, c'est peut-être de réformer notre pays. Et je pense qu'on a besoin d'être réformé. Comme je disais, les entreprises, on a besoin d'être agiles et ouverts. Il faut aussi que la France soit ouverte et agile. Force est de constater, c'est qu'on n'est pas du tout agile et qu'on a les 2 pieds dans le ciment quand on veut bouger quelque chose. Quel est ton mot de la fin? L'énergie et la dynamique, Je partage totalement, Pierre. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec toi. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu as pu nous parler de ton parcours, de ta vision de notre politique, de ton groupe, du fait, et c'est vraiment important que tu sois sur différentes branches parce que c'est pas courant pour une entreprise d'être sur 6 branches d'activités différentes. Et donc, bravo à toi. Je pense que tu es un des précurseurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup et merci encore. Merci beaucoup. Nous avons été ravis de vous présenter l'émission dans l'invité de Vassia. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Merci, au revoir. Merci Pierre.